Bonsoir à tous et merci d'être aussi nombreux pour cette petite exposition éphémère qu'on a décidé d'organiser cet été. Je suis Philippe Collat, le président de l'association Réveillon Saint-Malo, une association qui existe depuis 2008. On était d'abord sur des sujets artistiques, culturels, événementiels, et puis en 2022, on a ajouté dans nos statuts ceux du comité de quartier secondaire du centre-ville historique de Saint-Malo, et notamment pour s'emparer de quelques sujets qui nous semblaient nécessaires de traiter. En 2022, j'ai voulu m'intéresser un peu plus précisément au sujet de la pollution de l'air, comme tout citoyen malouin et devrait le faire, je pense, et notamment d'aller chercher des informations là où certains, comme Alain et l'association Ozon, faisaient un travail titanesque pour se battre un petit peu et révéler des choses qui sont pas très nettes. Voilà. Donc j'ai assisté à une première assemblée il y a quelques années, 2022, d'Ozon, pour en apprendre plus moi-même, à titre particulier. Puis j'ai complètement halluciné de tout ce que j'ai pu découvrir et entendre là-bas. Je me suis dit que ce serait bien de faire le relais de ces informations pour que tous les Malouins aient plus connaissance de tout ça. Et puis on a fait un petit flash mob en 2023 devant la TIMAC, où on est allé leur chanter la chanson Respire de Mickey Crow 3D, avec beaucoup d'ironie, bien sûr. Et puis là, cet été, on est parti sur un petit délire d'une famille qui vient en vacances à Saint-Malo, après avoir vu cette publicité que la SPL Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel a eu le plaisir de nous offrir en 2021 dans tous les métros parisiens, 140 000 € d'argent public pour aller dire aux Parisiens de venir vite respirer à Saint-Malo. À l'époque, je m'étais fendu d'un poste pas très apprécié à la mairie, mais bon, j'avais discuté avec le premier adjoint qui était à l'époque le président de la SPL. On a eu une conversation un peu houleuse, mais voilà. Aujourd'hui, j'ai voulu présenter une exposition faite avec l'IA sur justement cette façon de communiquer, alors que nous, ici, on respire de l'ammoniac et des produits nocifs à longueur de temps. Et puis un petit peu me moquer de tout ça, puisque il reste ça, en fait, je crois. Et puis des actions très concrètes dont Alain va vous parler tout à l'heure. Donc on a voulu créer cette petite exposition pour vous réunir, pour vous informer, pour créer du lien, pour faire avancer un peu le schmilblick, et puis surtout pour que, précisément dans quelques secondes, Alain prenne la parole et puisse vous donner des informations vérifiées, vérifiables, issues d'expertise judiciaire et de choses très véridiques, pas de place à l'à peu près. En fait, c'était ça qui me plaisait dans le discours de l'association et de son travail. Bravo et merci de la part de tous les Malouins de vous attaquer à ça, parce que c'est un vrai combat. Voilà, je trouve que c'est important qu'il y ait des gens qui se battent. Donc merci, puis je vais laisser la parole à Alain, que vous pouvez applaudir. Alors, merci de l'invitation. Donc, je suis Alain Guillard, je suis l'un des 40 cofondateurs de l'association Ozon en septembre 2014. Alors, j'ai un papier, ne vous affolez pas, c'est pas long, mais j'ai quelques repères dessus. Et d'abord, pour vous dire que nous, on agit sur l'ensemble du pays de Saint-Malo. On agit sur toutes les questions qui concernent les citoyens et surtout sur les questions dont on ne veut pas qu'ils se mêlent. Un peu emmerdeur, mais c'est comme ça. Pour autant, on limite les dossiers que l'on traite à nos capacités. Alors, c'est pas toujours évident, parce que figurez-vous que le dossier de la TIMAC, ça fait 10 ans qu'on est dessus et 5 ans qu'on est en justice à proprement parler. Et ça, c'est chronophage, c'est un temps à passer qui est énorme. C'est pour ça aussi qu'on ne se saisit pas de tous les dossiers. On a été récemment sur le PLU, on est également sur les transports, mais on ne saute pas sur tout ce qui passe. Et là, on a un module d'intervention qui est un peu particulier. D'habitude, on fait des réunions où les gens sont extrêmement intéressés, convaincus, ont plein de questions à poser. Là, on est dans la rue, donc on a décidé de ne pas faire comme d'habitude. Et je vais faire 4 petites interventions de quelques minutes, entre 4 et 6 minutes. La première, c'est juste pour donner le contexte. La deuxième, on l'a intitulée 13 000 m² fantômes. Et là, il y a de quoi vous étonner. Entre chacune d'entre elles,
Ben, vous posez vos questions, j'essaye d'y répondre. La troisième, c'est cacher ce lichen que je ne saurais voir. Et la quatrième, c'est courage menton. Voilà. Donc ça vous donne un peu le ton. Alors pour ceux qui voudraient, après les interventions, savoir plus, moi je conseille 2-3 choses. La première chose, c'est pas Ozon. Hein. La première chose, c'est le numéro 1 de la revue Pays. À l'intérieur de cette revue, qui est faite, dont la rédactrice en chef est Marion Boken et une Malouine, je crois. En tous les cas, elle travaille sur Saint-Malo. Il y a un article sur la TIMAC qui est très bien fait et qui vraiment est à recommander. Donc ça, c'est la revue Pays. Après, parce qu'on reste pas les mains dans les poches non plus, mais c'est dommage, le journal a cessé de paraître, pardon. C'est Banc Public, c'est un journal dont j'étais l'un des rédacteurs, qui a fait tout un dossier sur la TIMAC. Et puis ensuite, si vous allez sur le site d'Ozon, vous tapez TIMAC, vous tapez environnement, vous tapez air, vous tapez... Bon, à chaque fois, vous avez une kyrielle de documents qui datent... tout est sur le site. D'accord ? Alors, pour commencer, parce que tout le monde n'est pas forcément habitué, il faut savoir que les usines, en fonction, ou les exploitations, les installations, en fonction soit des matières qu'elles traitent, soit du produit qu'elles veulent obtenir, soit de la manière dont elles produisent, peuvent être classées installations classées. D'accord ? Et être classé installation classée, c'est répondre aux exigences d'une certaine rubrique qui est derrière chacune des rubriques, ou plutôt chaque rubrique est appuyée sur un arrêté ministériel qui définit la manière de faire, comment sont gérés les réseaux, comment sont gérés les déplacements, comment sont gérées les fabrications, les précautions à prendre pour les produits finis, etc., etc. Donc, les usines de la TIMAC doivent répondre à ces installations classées et pas toutes à la même rubrique, puisque nous avons sur la zone industrielle une installation qui correspond à la rubrique 3430, qui est transformation, fabrication d'engrais par transformation chimique des phosphates, etc. Et sur le quai intérieur, donc l'usine la plus proche de nous, est simplement classée pour du broyage de matériaux. On en reparlera. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est de démystifier un petit peu l'histoire TIMAC. On entend, on lit extraordinaire aventure industrielle, etc. Ça n'est pas le cas. La TIMAC, ce n'est pas une aventure industrielle. Les engrais phosphatés, c'est le 19e, voire en partie le 18e siècle. Vous imaginez bien que l'aventure industrielle est largement passée. Et les engrais azotés, c'est le début du 20e. Hein, Haber-Bosch, pour ceux qui connaissent le procédé, et le développement industriel, c'est dans les années 20, dans les années 30. Donc, ça n'est pas une aventure industrielle, c'est une aventure commerciale et capitalistique. Et donc, quand on va parler des usines, là, faut pas vous imaginer qu'on parle de high-tech ou autre. Ce sont des vieux procédés industriels. Et d'ailleurs, dans le journal Le Banc Public, on a ressorti un arrêté préfectoral de 1928, il me semble, à Tenay-Charente, où un préfet réglemente l'activité d'une usine de fabrication d'engrais. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'en 1928, ils étaient plus exigeants qu'aujourd'hui. Alors, une fois que j'ai dit ça, normalement, je dois aussi vous donner un autre élément du contexte. C'est que si l'envol de Roulier s'est fait, c'est parce que entre le début des années 50 et les années 70, la quantité d'engrais minéraux ou chimiques, suivant l'appellation, a été multipliée par 10. D'accord ? Bon, les conséquences, on les connaît. Hein. Les conséquences, on sait ce que c'est aussi dans leur participation aux algues vertes, parce que ce ne sont pas les seuls qui provoquent ça, mais on sait aussi
ce que ça fait dans l'élévation du cadmium dans les sols. Et là, on a les deux caractéristiques, puisque la TIMAC produit aussi bien des engrais phosphatés riches en cadmium ou des engrais azotés qui provoquent beaucoup d'émanations d'ammoniac, et ça, on va en reparler. Alors, dans cette partie-là, qui est un petit peu plus longue que les autres, mais je dois vous faire le point sur les affaires judiciaires. Alors, il ne s'était rien passé jusqu'ici. Jusqu'au 2 juillet 2020, il ne s'est rien passé du point de vue judiciaire quasiment sur la question de la fabrication, parce qu'il y a eu des jugements pour des accidents de travail, des choses comme ça, mais sur la fabrication, il ne s'était rien passé à Saint-Malo. Le 2 juillet 2020, le juge de Saint-Malo accorde à 12 plaignants, dont l'association Ozon, une expertise judiciaire. C'est-à-dire qu'il dit, il y a des doutes sur l'activité, nous allons mener une expertise judiciaire. Il nomme l'expert judiciaire, et cette expertise a duré 4 ans. Elle devait durer 9 mois, elle a duré 4 ans. Alors, il y a eu le Covid, il y a eu un tas de choses, et il y a eu surtout des magnifiques freins de toutes sortes, freins à 10, freins à tambour, freins à mâchoire, enfin tout ce que vous voulez de la part de la TIMAC pour que ça n'avance pas. Mais c'est sorti et on a le rapport depuis l'été 2024. C'est essentiel parce qu'avec ce rapport qu'on a réussi à rendre public il y a quelques temps, là, eh bien, on a plus de 300 documents annexes que ceux-là, on n'a pas le droit de les rendre publics, le juge nous l'a interdit. Mais bon, on les a, donc on peut en parler. Ensuite, le 22 février 2024, c'est les associations... Excusez-moi. Alors, il y a... oui, pourquoi mon document... C'est à Brest et c'est Eaux et Rivières de Bretagne, Bretagne Environnement 17... France Environnement 17, quelque chose comme ça. Bref, 3 ou 4 associations qui ont réussi à avoir la condamnation de la TIMAC pour une pollution récurrente. Cette affaire-là est actuellement en appel, puisque la TIMAC a fait appel. Et dernière phase judiciaire actuelle, le 26 février dernier, nous avons contraint la TIMAC à plaider coupable devant le tribunal de Saint-Malo. Je peux vous dire que lorsque j'ai entendu le responsable de la TIMAC dire « la TIMAC plaide coupable », c'était un sacré soulagement. Et là, ils ont été condamnés à une petite peine, mais le côté indemnitaire et le côté remboursement, enfin, dédommagement des préjudices sera jugé en novembre. Et ce que je dois vous dire aussi derrière, c'est que ça n'est pas, fini. C'est-à-dire qu'on a une actualité là, mais qu'est-ce qui vient dans le futur? Parce qu'on est loin d'avoir fait le tour. Déjà, si vous prenez l'usine du quai intérieur, elle n'est pas classée correctement par rapport à la nomenclature des installations classées. Mais quand on dit qu'elle fait du broyage, en réalité, c'est une industrie chimique qu'il y a là. Et il y a une transformation chimique des matériaux. Pourquoi est-ce que c'est important cette différence? Parce que la surveillance et les comptes à rendre ne sont pas les mêmes dans les deux cas. C'est bien plus important dans le cas d'une usine de transformation chimique. Ensuite, on a remarqué que pour essayer de limiter les émanations d'ammoniac, il y a une grosse cuve d'acide sulfurique qui a été installée en 2021. Mais ça, c'est réglementé, mais on n'a jamais vu passer d'arrêté d'autorisation sur cette cuve. Pourquoi? Pour qui? Peut-être parce que ça aurait remis en cause l'ensemble du classement. Ensuite, les métaux lourds, dont le cadmium, ne sont pas mesurés dans les eaux pluviales de l'usine du port. Or, vous le savez, les engrais, notamment les engrais phosphatés, ont une marge de fabrique, c'est la quantité de cadmium qu'il y a dedans. Et l'Europe, actuellement,
cherche à modifier les quantités de cadmium introduits dans les sols. Mais là, on n'a rien. Or, les roches phosphatées qui sont utilisées par la TIMAC viennent à 80-90% des pays du Maghreb où le cadmium ne peut pas être enlevé de la roche. Ce qui veut dire qu'on a là une présence de cadmium extrêmement importante. Alors, quelqu'un qui a sa calculette fera les multiplications, puisque le cadmium, je crois que c'est 0,1 mg. Non, c'est pas grave. J'oublie. Mais vous regardez dans la littérature, on trouve ça, et puis vous le trouvez surtout sur le site d'Ozon. Mais bref, ça c'est pour l'usine du port. Mais on a une autre usine. On a l'usine de la zone industrielle. Alors, elle est classée correctement, mais elle n'est pas surveillée correctement. Et là, on vient de lui accorder le droit de déverser toutes ces eaux pluviales dans la station d'épuration. Vous entendez bien? C'est-à-dire que vous, citoyens de Saint-Malo, vous payez votre assainissement tous les ans. Depuis 20 ans, vous payez d'autant plus qu'on est en train de séparer les réseaux dans la ville. Mais là, non. Là, on renvoie toute l'eau pluviale de la TIMAC vers la station d'épuration pour une seule et simple raison, c'est que la TIMAC n'a pas réussi à traiter l'azote et le phosphore dans ses rejets. La justification de ces quantités d'azote et de phosphore trop importantes, c'est on a des produits qui doivent se répandre par terre, etc. C'est des histoires de nettoyage. Et nous, ce qu'on dit, mais si l'azote et le phosphore vont dans les eaux pluviales, pourquoi le cadmium n'irait pas? Eh bien, figurez-vous que là-bas non plus, on ne mesure pas le cadmium. Donc, il y a quand même beaucoup de sujets. Et puis, 2 sujets, dont un sur lequel je vais faire le développement qui vient. On a 13 000 m² fantômes qui sont utilisés par la TIMAC, qui ne sont pas déclarés. On va en parler un peu plus. Et puis, surtout, sur la zone industrielle, on a également l'usine Phosphea qui, selon la manière dont vont être traitées les prochaines modifications de l'usine TIMAC à côté, risque de poser problème, puisque aujourd'hui, ce sont des entités séparées. Or, la réglementation veut que lorsque on réexamine la situation d'usines qui utilisent les mêmes équipements, parce que c'est le cas, notamment les équipements de rejet d'eau, eh bien, on globalise les installations, et dans ce cas-là, il faudra regarder si les stocks de chacune des usines cumulées ne dépassent pas les seuils Seveso. Il faudra regarder ça. Alors, voilà un petit peu le panorama. Alors là, c'est 13 000 m² fantômes à Saint-Malo. C'est quand même particulier. Vous vous rendez compte? 13 000 m². Et là, ce sont les 6 magasins du port de Saint-Malo. Je ne sais pas si vous êtes touriste ou malouin, si vous les visualisez. Quand vous êtes au pied des remparts, là, vous regardez les rues en face, il y a 6 magasins. 3, et puis derrière 3. Vous les voyez? Savez-vous qui les exploite? Donc, vous le savez, vous vous en doutez. Ben, figurez-vous que depuis 1982, l'inspection des installations classées ne s'est pas aperçue que ces bâtiments étaient utilisés pour stocker les matières premières de la TIMAC. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire que ces bâtiments ne sont pas classés. Et là, comment est-ce qu'on a découvert ce truc-là? Parce qu'en fait, on sait tous que c'est utilisé par la TIMAC, mais par contre, on n'a pas été voir si c'était classé ou pas. Et c'est l'expert judiciaire qui, un jour, où elle visitait l'usine, puisqu'elle était chargée de la visite de l'usine, avec les différentes parties, s'aperçoit qu'il y a une activité, se rend dans les bâtiments comme elle l'a souhaité, parce que on n'empêche pas une experte judiciaire d'aller où elle veut. Et puis on se rend compte qu'il y a du sulfate d'ammonium sur le sol, tout simplement, et que en recherchant, eh bien, il n'y a aucun classement de ces 13 000 m². Donc, c'est notifié à l'État, et quelques mois plus tard, l'inspection des installations classées
écrit dans un rapport de commission, on nous a signalé que des bâtiments qui devraient être classés ne le sont pas. Enfin, je raccourcis la phrase, mais c'est ça. Ce qui est extraordinaire. Enfin, 13 000 mètres carrés. Alors, pourquoi est-ce que c'est important, ça? Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que depuis 1984, ou 82, pardon, il n'y a pas eu de visite. Il n'y a pas d'obligation vis-à-vis de la rétention sur les réseaux. Il n'y a pas de mesure de fait. Comment est faite la protection incendie, etc., etc., etc. Tout ça n'est pas fait. Alors, bon, évidemment, nous, un peu casse-pied, on écrit au préfet en lui disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, comme on est encore casse-pied, mais un peu méfiant quand même, on écrit aussi à la région pour leur dire, mais vous êtes désormais responsable du port, où est-ce qu'on en est? Et là, on a deux réponses. La première réponse, c'est la réponse du préfet. Eureka! J'ai un document que m'a fourni la TIMAC qui prouve qu'ils nous avaient déclaré leur activité. Je vous l'envoie. On regarde le document. C'est un bail avec la CCI. Ça n'a rien à voir avec une déclaration d'installation classée. Mais il semble, d'après le courrier de la préfecture, que sur la base de ce document-là, ils vont classer sans enquête publique ou sans consultation du public cette installation parce qu'ils en ont déjà une trace. C'est un bail. Et puis alors, on a une deuxième réponse qui nous a beaucoup plu, c'est la réponse de la région. La région nous a envoyé un acte notarié et un constat d'huissier. Parce que quand la région est entrée en responsabilité du port, la TIMAC, à peu près à ce moment-là, a demandé à avoir des droits accrus sur l'un des ou sur deux bâtiments. Et donc, il y a eu un bail qui a été signé. Et dans ce bail, qu'est-ce qu'on trouve? 2019. Ce qui se passe, l'activité dans les bâtiments ne relève pas des installations classées. Autrement dit, on est sur un cas de figure, mais comme dans tout ce dossier-là, non, je vais pas sortir la phrase parce qu'elle est un peu triviale, mais à se taper la tête par terre. Le préfet nous dit, on m'a déclaré le truc en 1984 ou 82, je sais plus, excusez-moi. En 2019, la TIMAC dit à la région, c'est pas une installation classée. Et en 2021, en 2022, le fameux courrier du préfet là dit, je vais classer l'installation parce que c'est n'importe quoi. C'est ce résumé qui paraît fou de la part d'une administration, c'est ce que nous avons devant nous sans arrêt aujourd'hui. Donc il y a 13 000 mètres carrés fantômes. Et là, eh bien, on attend de façon assez impatiente les réponses du préfet à notre prochain courrier. Et puis surtout, il est évident que s'il y a un arrêté de classement de ce bâtiment, nous, on va l'attaquer au tribunal administratif. Et avant, je vous rappelle que l'exploitation d'une installation classée sans en avoir l'autorisation relève de la justice civile. Donc, on pourrait très bien, on n'a pas décidé pour l'instant parce que on manque de sous, mais on pourrait très bien attaquer et refaire l'opération de février 2025 et faire condamner la TIMAC à nouveau. Mais là, les complicités sont telles que c'est fou. Et là, j'anticipe un peu sur le dernier item de la suite. Voilà, les 13 000 mètres carrés. Les 13 000 mètres carrés fantômes, c'est ceux-là. On les voit tous, mais l'État ne les a pas vus. Et c'est complètement hallucinant. Alors, on y stocke toutes les... Alors, la réponse, puisque j'ai eu l'occasion, lors d'une commission comment dire, il existe à Saint-Malo une commission de site TIMAC, présidée par le sous-préfet, avec l'ensemble des services. Nous, on n'était pas prévus dedans, mais finalement, à force de rouspéter, on y est allé.
Et là, je me suis fait éjecter en juillet 2024. Non pas que je faisais trop de bruit, mais on avait trop de parutions après. Et donc, j'ai posé la question à l'époque, qu'est-ce qu'on y stocke? Et donc, on nous répond, on y stocke toutes les matières premières citées dans l'arrêté d'installation classée. Donc, on y stocke sulfate d'ammonium, la roche phosphatée chargée de cadmium, tout ce dont on a besoin. Alors oui, alors d'accord. Alors on va tout de suite, on va tout de suite chasser ça. Il n'y a pas d'ammonitrate à la Timac. On n'est pas sur ce type de produit. Mètres carrés fantômes, ils sont fantômes, mais pas pour tout le monde. Et surtout, ils sont pas fantômes, je pense, pour la qualité des eaux du port. Mais qui dit qualité des eaux du port dit et des sédiments du port, plus exactement, parce que ce sont les sédiments là qui sont pollués. Du moins, les analyses des services de l'État portaient sur les sédiments, pas sur l'eau en tant que telle. Et ces sédiments sont pollués de longue date, je pense, puisqu'il y a une accumulation qui se fait dans le port. Donc voilà, ces 13 000 mètres carrés. Il faut savoir que en 2016, les services de l'État écrivent à la Timac. Je me souviens du mois, c'était en avril, je me souviens pas du jour. Ils écrivent à la Timac en disant, ça fait 10 ans qu'on a des plaintes. On était en 2016. 2006, 2016. 2006, c'est l'année où ils ont reçu leur nouvelle autorisation d'exploiter. Et donc, il faut absolument que vous alliez mesurer en sortie de cheminée. Ces mesures-là sont faites en 2017 et en début 2018, les résultats sont remis au service de l'État. Et là, on s'aperçoit qu'ils ont rejeté jusque 12 fois plus d'ammoniac que leur autorisation. D'accord? 12 fois plus. Or, l'ammoniac, c'est quoi? C'est d'abord un gaz qui vous prend les muqueuses, hein, toutes les voies humides, les yeux, le nez, la bouche. Et puis, elle a une autre caractéristique. L'ammoniac, c'est un précurseur de particules fines et donc, il va se combiner dans l'atmosphère avec d'autres matières, si vous voulez, et donner des particules fines. Or, on est en 2018. Le préfet qualifie la Timac comme étant le premier producteur d'ammoniac potentiellement en Bretagne et le 10e français. Et donc leur dit, il faut que ça cesse, il faut mesurer, il faut que ça cesse. D'accord? Parallèlement, la conséquence de ça, c'est qu'il va prendre un arrêté de sanction et d'obligation de la Timac en lui disant, vous arrêtez. Et cet arrêté-là, il est rédigé en juillet 2018. Mais vous savez bien qu'un arrêté, tant qu'il n'est pas publié, n'a pas de valeur. Or, il se trouve que cet arrêté, il n'a jamais été publié. Et donc, on l'a appris, nous, seulement 1 an plus tard, parce que quelqu'un dans un bureau a dû se dire, tiens, ce serait bien que ça sorte. Ça a été envoyé à une autre association que la nôtre. On l'a reçu, nous aussi, après coup. Et c'est comme ça que, finalement, tout le monde a su, parce que toutes les associations s'y sont mises à informer le public, tout le monde a su que les rejets d'ammoniac étaient excessifs. Et donc, nous, on avait indiqué les odeurs, on avait indiqué les problèmes d'ammoniac, et à cette même période, on a mis en place des capteurs dans la ville. Je ne sais pas si certains se souviennent de ça. On pouvait lire le résultat des capteurs directement sur notre site. Et c'est là où on s'est aperçu d'une particularité de Saint-Malo, qui est confirmée aujourd'hui par l'association Airbrise, qui est l'association agréée pour la qualité de l'air en Bretagne. C'est-à-dire qu'il y a des pics de particules fines. Et depuis mars 2025, on sait que ces pics de particules fines sont concomitants avec les pics d'ammoniac. On en a maintenant la preuve. Et mieux que ça, on en a aussi l'origine géographique. Alors nous, on dit c'est la Timac, Airbus dit ça vient de tel endroit. Ils sont un petit peu moins prudents, mais on en a les preuves maintenant. Voilà. Et donc,
si on a agi en justice, si on a fait condamner la Timac, c'est bien pour ces questions-là. Derrière, nous, ce qu'on exige, c'est à minima que la loi soit respectée, que les classements soient bien faits, etc., etc. Est-ce que les rejets d'ammoniac ont vraiment baissé, diminué, se sont arrêtés? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Écoutez, moi, comme ce sont des pics, c'est épisodique. Dans les grandes périodes, visiblement, dans les grandes périodes de production, ça continue. Ça continue. Bien sûr. Je vais vous raconter la nuit, c'est pas très loin, du 5 au 6 mars 2025. Les vents viennent du nord-est. L'usine Timac produit. Les vents qui viennent du nord-est sont dirigés donc vers le quartier de la Découverte. Le capteur d'ammoniac est à Rocabaye. Il signale une dose d'ammoniac dans l'air assez faible et de particules fines moyennes. Et puis, à 10h30, selon les relevés météo de Dinard, là, le vent change. Paf, il se met au sud-est. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ce qui sort de la Timac va vers Rocabaye. D'accord? En 1 heure, on est monté de quelques mille... excusez-moi les quantités, on est monté de 1 à 300 en quantité dans l'air. Et on était là à 1,6 km. C'est-à-dire quand la distance entre la Timac et le site de Rocabaye est 1,6 km. Mais entre les deux points-là, il y a le copain qui est là, tiens. Sa maison est à 400 mètres. Ou bien un peu plus loin, etc. Et on sait que les particules fines, dès qu'elles peuvent tomber, elles tombent. Et donc, partout là, on ne sait pas ce qu'ont pu respirer les gens qui sont entre le site de mesure, c'est-à-dire le cimetière de Rocabaye, et puis l'usine Timac. Mais on ne sait pas non plus depuis combien de temps les gens de la Découverte en prenaient plein les poumons, ou plein les naseaux, parce que c'est pas mesuré là-bas. Ces mesures-là sont transmises à qui? Alors, ces mesures, elles sont publiques. La ville les reçoit également? Ah oui, oui. La région les reçoit? Bien sûr. Alors, ils sont publiés sur le site, c'est quasiment en direct, sur le site d'Airbase. Vous avez tout ça, il n'y a aucun problème. Donc, il n'y a aucun problème. Aucun problème pour les avoir. Après, la difficulté, c'est qu'il faudrait effectivement, et c'est pour ça qu'on agit, qu'on attaque aussi bien en justice civile qu'en justice administrative, à chaque fois qu'on le peut et à chaque fois qu'on en a les moyens, pour essayer de faire bouger les choses. Si vous voulez, la première fois qu'on a décrit des pics de particules fines, on nous a regardé de haut en nous disant « Mais qu'est-ce qu'ils racontent cela ?» Et même quand on disait « Les gens sentent l'ammoniac », on nous répondait, y compris d'ailleurs le président d'Airbase nous répondait « Mais de toute façon, comme le seuil de perception de l'ammoniac est bien en dessous de son seuil de dangerosité, eh bien, il n'y a pas de problème. Les gens peuvent s'écarter. Tu vas t'écarter du masdar, toi. Et puis, en plus, c'est faux. On sait aujourd'hui, grâce à une étude de l'ANSES de 2021, que on peut être atteint par l'ammoniac bien avant de le sentir. Et grosso modo, on a entre 60% et 2/3 de la mesure qui peut exister et pour lequel on ne réagit pas. Cacher ce lichen que je ne saurais voir. Eh ouais. Parce que c'est vrai qu'il y en a un peu moins maintenant, mais tout le monde a pu constater les lichens jaunes sur les toitures de Saint-Malo. Et au cours de l'expertise judiciaire, ou même avant peut-être, mais en tous les cas, on a appris qu'il y avait une étude qui avait été faite sur les lichens il y a bien longtemps par la Timac. Simplement, cette étude, on ne l'avait pas. Et donc, au cours de l'expertise judiciaire, on avait et on a toujours, d'ailleurs, c'est la même avocate, je peux vous dire qu'elle a du punch,
Et elle n'a pas arrêté de réclamer cette étude-là. Alors on nous a dit au début, elle n'existe pas, ou bien non, tout a été détruit, etc. Et finalement, le juge de Saint-Malo a fini par dire, ce sera tant par jour tant que je ne l'aurai pas. Et l'étude, miraculeusement, est arrivée. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette étude de 2003? Eh bien, on y voit que la conclusion... Alors, c'était quoi cette étude? Sur 60 points dans la ville, les lichens ont été relevés, suivant un protocole scientifique, c'était un bureau d'études qui faisait. Et la particularité des lichens, c'est lorsqu'ils sont placés dans une atmosphère ou dans un... je me rappelle plus. Bref, dans une atmosphère particulière, ils ont une réponse. Et donc, quand on est en milieu pollué, certains lichens chassent les autres. Et donc, on va trouver des lichens toxico-résistants, comme on dit, à profusion. Eh bien, figurez-vous que c'est ce qu'ils expliquent en 2003, et ils considèrent, en faisant un rayon autour des 2 usines Timac, que sur le premier kilomètre, on a une très mauvaise qualité de l'air due à l'ammoniac qui se dégage, et ça va jusque 2 kilomètres. Les conclusions de l'étude sont appuyées sur 60 points de relevé, et on y trouve, des lichens, je vais faire le savant, Xantharia parietina, et je sais plus un autre, enfin bref. Et donc, cette étude-là prouvait en 2003 déjà l'influence de l'ammoniac sur la qualité de l'air à Saint-Malo. En attendant d'avoir l'étude, on a quand même dit, c'est intéressant ça, on sait comment ils ont fait. Alors l'étude, c'est une pièce annexe qu'on ne peut pas fournir. Par contre, nous, on a refait l'opération et on a fait 2 journées de sciences participatives menées par Ozon avec la collaboration de l'ICENGO, qui est un organisme de la Sorbonne, qui a sorti un protocole pour les lichens. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? En 2023, exactement les mêmes résultats, c'est-à-dire une profusion de Xantharia parietina et puis d'un autre, qui sont des lichens toxico-résistants, ce qui veut dire que la qualité de l'air n'avait pas changé. Et donc, ce qui est fou, si vous voulez, c'est qu'on sait ça. Mais derrière, à quoi est-ce qu'il faut qu'on s'attache? Eh bien, l'autorisation d'installation classée de la Timac de 2021, celle qui lui a autorisé la reprise de l'activité, officiellement la reprise de l'activité après la pollution à l'ammoniac, 2021. Elle est fondée sur ce qu'on appelle une étude sanitaire. Alors, quand on lit ça, dans l'arrêté, on se dit une étude sanitaire, les services de l'État, ils ont fait un truc, etc. Non, c'est pas l'État, c'est la Timac, déjà. Mauvais point. Et deuxième chose, cette étude sanitaire, quand on la lit, elle nous dit quoi? Elle nous dit que à Roccabet, il n'y a absolument pas de possibilité qu'il y ait de l'ammoniac. Manque de peau, tous les arbres à côté du cimetière de Roccabet, ils sont marqués par le même lichen. Et aujourd'hui qu'on a installé un capteur d'ammoniac à Roccabet, eh ben le capteur, il fait bip, 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 bip de temps en temps. Effectivement, il y a de l'ammoniac aussi dans Roccabet. Ça veut dire que l'arrêté d'installation classée du préfet est basé sur une étude sanitaire bidon. Courage Menton, pourquoi? Parce que depuis le début de l'affaire, on est confronté, on croyait nous être confrontés à la Timac. En fait, on n'est pas confronté à la Timac. On est confronté à la Timac et aux différentes autorités. Et là, je ne vais pas tout vous raconter ni prendre tous les acteurs parce que sinon on est là jusque demain matin. Le patron du restaurant va me respecter. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a encore des places ce soir, mais profitez-en. Donc
Courage Menton, c'est un peu à toutes les autorités que ça s'adresse. Est-ce que je vous parle de l'État? Est-ce que je vous parle de la collectivité ici, communauté d'agglomération et commune? C'est le maire qui est responsable. Non, qualité de l'air, c'est pas le maire. C'est le président de l'agglo. Bon, c'est le même. Alors, est-ce que le fait que ce soit le deuxième employeur, je crois, de Saint-Malo, ben, a son poids? peut-être, mais il y a aussi une influence bien plus large que ça. Hein, vous savez, on a des articles de journaux de voyages ministériels avec dans les bagages les représentants de la TIMAC, par exemple. Hein. Non, alors, Courage Menton, pardon, c'est parce que depuis le début de cette affaire, il y a un mensonge organisé sur l'importance et la gravité des choses. Et à chaque étape que nous franchissons, il y a des obstacles qui sont mis de manière systématique. Par exemple, 2017, vous avez dit qu'il y avait des mesures qui étaient faites par la TIMAC au sortir de ces cheminées pour mesurer la quantité d'ammoniac qui en sortait. Mais 2017, au même moment, les élus de Saint-Malo, de l'agglo, la CCI et la TIMAC ont mené une étude sur la qualité de l'air au même moment. Et on a eu les résultats à peu près au même moment. Alors, pas tout à fait, puisque je vous rappelle qu'il a fallu attendre un an pour l'ammoniac, mais au même moment, en tous les cas, on a pris connaissance, de l'étude faite par la mairie, etc. C'était en juin 2018, qui nous déclarait, vous pouvez prendre les journaux de l'époque, nickel, la qualité de l'air est impeccable. L'étude menée par Airbraze a été, comme ça se fait dans toutes les études, contrôlée par un tiers. Vous savez, quand on fait une étude scientifique, on fait contrôler par un tiers compétent. Qui a signé le contrôle? 2 ingénieurs de la TIMAC. Comme objectivité, on fait mieux. Et bizarrement, alors que tout le monde était à mesurer la qualité de l'air en 2017, ce qui était mauvais a été caché, et ce qui était bon a fait l'objet d'articles de journaux, de réunions, etc. Et c'est comme ça sans arrêt. C'est comme ça sans arrêt. Vous avez une étude qui vient de paraître sur des zones dans lesquelles on prévoit de construire avec le nouveau PLU de Saint-Malo s'il est voté et si on ne réussit pas à l'empêcher. Ces 2 études disent la chose suivante. La qualité de l'air est correcte. Titre dans le journal, impeccable, la qualité de l'air est correcte. Et puis quand vous prenez connaissance du document, à aucun moment, la petite phrase, c'est à aucun moment, nous n'avons pu mesurer la qualité de l'air lorsque le vent passait au-dessus de la TIMAC. C'est-à-dire qu'il y a, en gros, à Saint-Malo, une grande partie de la qualité de l'air dépend de la TIMAC, mais on est encore capable de sortir des études pour construire, mais on les considère valables malgré le fait que le pollueur avéré n'a pas agi sur cette qualité à ce moment-là. Alors, bien évidemment, je ne veux pas dire qu'on a choisi son moment, d'accord? Mais je veux dire que le bureau d'études qui a fait ça est très prudent. Et il a bien fait de mettre en évidence que, à aucun moment, la qualité de l'air n'a pu être impactée par la TIMAC à cause des vents. Quelque part, il nous donne raison. La qualité de l'air est bonne à Saint-Malo quand on n'est pas sous le vent de la TIMAC. Je pourrais vous en raconter, je vous ai raconté l'histoire des 13 000 m² fantômes. Je vous ai raconté l'histoire de l'eau pluviale qu'on autorise dans la zone industrielle, on autorise toutes les eaux pluviales à aller désormais dans la station d'épuration. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le simple bon sens sur le classement. Je vous en ai parlé un petit peu, je m'y perds. Sur le classement, le fait que le site sur le port ne soit pas classé comme usine de transformation chimique, enfin bref, tout est là à l'avenant et à chaque fois,
on a eu, nous, devant nous, un couple industriel, collectivité et État, qui a tout fait pour retarder l'information des citoyens. C'est clair. Et moi, je vous le dis comme je le pense. J'espère bien que dans la campagne des municipales qui vient, ce sera un sujet, parce que c'est un sujet de santé publique qui s'applique à tous les moments. Alors, bon, alors moi, je commence à mieux ressentir les choses, si vous voulez, positivement. Parce que ça bouge sérieusement. Ça bouge sérieusement parce que déjà, alors qu'Airbraze sortait des études signées par la TIMAC en 2017-2018, aujourd'hui, ils pointent les choses correctement. Tout ça, c'est parce que vous, nous, mais tout le monde a mis sous pression, y compris les élus, de faire quelque chose. Je pense qu'il faut continuer. C'est pour ça, je pense que chacun d'entre nous a son rôle et surtout signaler chaque fois qu'il y a quelque chose. Alors ça, moi je souhaite qu'on signale aux autres, mais ça peut être signalé à d'autres aussi. Mais signalez-le de façon à ce qu'on en fasse une synthèse et qu'on s'en serve dans les affaires que l'on compte mener. Je vous ai cité un certain nombre d'irrégularités. Nous souhaitons que la loi soit appliquée complètement à Saint-Malo, qu'on tienne compte du milieu pour savoir quel type d'activité est faite. Et si on n'arrive pas à trouver un équilibre économique, il va falloir décider, ce sont les hommes ou les milliards. La question, finalement, est-ce que ça ne s'assume pas au fait que la TIMAC apporte des emplois à Saint-Malo, paye des taxes à Saint-Malo, et donc, dans ce cas-là, est-ce que ça ne suffit pas à expliquer que tout problème avec l'administration? Alors, ça en fait partie, je pense, mais je pense que M. Roulier a une envergure bien plus grande que celle de Saint-Malo. Je peux vous dire que le préfet de Loire-Atlantique, dans les 5 dernières années, il y a un préfet de Loire-Atlantique qui était un ancien directeur de la TIMAC. Il y a eu des conseillers au ministère de l'Agriculture qui étaient d'anciens directeurs de la TIMAC. Je veux dire, Voilà, que faire? Écoutez, soutenez-nous, venez avec nous dans les rassemblements. Nous, on n'a pas fini en justice. Là, on porte la plainte de 30 personnes, mais là directement au civil, 30 personnes qui ont été touchées. Alors certains touchés dans leur santé, d'autres simplement dans leur utilisation de leur maison, par exemple, impossibilité de manger dans le jardin. Ça n'est pas normal, ces choses-là. Donc, ces 30 personnes-là sont décidées à venir donner une suite à l'expertise judiciaire. Soutenez-les quand il y a quelque chose comme aujourd'hui. Venez aux réunions. Et puis, petit à petit, il faut qu'on fasse pression dans la prochaine campagne électorale. Exprimez-vous comme ça. Dites à ceux qui veulent être vos élus, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Ce qu'on a besoin, c'est que les gens se mobilisent soit en adhérant, mais pour adhérer à l'association, c'est une association citoyenne qui a une charte, je ne cache pas, c'est une charte assez engagée sur le plan social, sur le plan de la solidarité, etc., il faut le savoir. Mais nous, on travaille avec tout le monde. Parmi les plaignants, tous n'étaient pas adhérents. Parmi les gens qui ont travaillé avec nous depuis 10 ans, tous ne sont pas. Mais au moment où il fallait le faire, ils étaient là. Donc comme aujourd'hui, c'est un rendez-vous. Il y en a d'autres, ils sont publiés dans la presse, suivis sur le site. On relaie un peu sur Facebook aussi, même si on n'est pas des champions dans le domaine. Et si vous avez l'envie de traiter un sujet, on le traite ensemble. C'était le cas, par exemple, dans la science participative, il y avait des gens qu'on connaissait pas, qui sont venus avec nous. Quand on a défendu le Jardin de la Louisiane, les gens du Jardin de la Louisiane, ils n'étaient pas adhérents à Ozon au début, hein. Après, on a eu la meilleure densité d'adhérents, mais avant, ils n'étaient pas adhérents. En vous remerciant tous et en remerciant le patron pour son accueil et puis quelque part son courage. Merci beaucoup.